Je suis très heureuse de vous accueillir à cette matinale dédiée à la future loi de transposition de la directive sur la transparence des salaires, directive européenne. Alors, on tombe à point nommé puisqu'il y a de ça 10 jours, je pense, le ministre du Travail et des Solidarités a transmis son projet de loi on va dire délégation syndicale pour pouvoir justement finaliser cette transposition. Je vais être entourée ce matin d'experts juridiques, en ressources humaines et en conseil. Je vous les nommerai tout à l'heure et je voulais simplement dire un petit mot sur le groupe Igencia Éducation. Donc Igencia Éducation, c'est 50 ans d'histoire dédiée à la formation initiale, continue et en alternance. Notre première école IGS RH, certaines personnes m'ont demandé encore quelle était la marque Igencia RH, donc j'en profite pour rappeler que nous avons changé de nom l'an dernier, mais notre première école IGS RH, qui donnera donc le nom du groupe pendant 50 ans maintenant, qui s'appelle Igencia RH, a formé et forme les professionnels de la fonction des ressources humaines, et donc nous comptons actuellement 20 000 alumni. Et c'est à ce titre que nous avons pensé qu'il était pertinent de traiter de ce sujet, pour que justement on puisse évoquer avec des professionnels cet impact de cette transposition de la directive européenne. Qui sommes-nous? Donc 50 ans d'innovation pédagogique, je vous l'ai dit, 4 campus en France et nous venons d'avoir un nouveau groupe qui nous a rejoint, qui nous permet aussi d'avoir de nouveaux campus sur le Grand Est de la France. 3000 personnes côté Igencia Pro Academy formées par an, donc vraiment sur les actifs de la formation, les actifs donc en entreprise. Quand je dis actifs, c'est salariés, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion, voilà. 5 filières de compétences et d'expertise métier, une offre inter- et intra-entreprise, et donc les réseaux d'alumni dont je vous ai parlé, 20 000 pour la fonction RH, mais 85 000 sur l'ensemble de nos marques écoles. Nos 5 filières d'expertise sur la formation continue, donc ressources humaines, c'est pour ça qu'on est tous autour de la table aujourd'hui, management, commerce et relations clients, immobilier et insertion professionnelle. Alors, la matinale, elle se déroulera en 4 temps, mais surtout 3 temps forts. D'abord, Jacques de Tonguédec du cabinet Littler France, qui va nous parler vraiment de la dimension légale de cette directive et cette transposition de cette directive. Ensuite, on évoquera avec Luc Messelin, qui est directeur chez Eurogroup Consulting, justement quels vont être l'ensemble des impacts et les process en termes de conseils aux entreprises. Enfin, nous échangerons entre des experts de la fonction des ressources humaines avec, je vais le dire plutôt, je suis désolée américain, je vais passer en dernier même si la dernière fois je l'ai fait passer en premier. Dans l'ordre, Delphine Landroin de LHH, Justine Poussard qui est DRH dans le monde industriel et Émeric Vincent qui ton titre on l'aura tout à l'heure, mais DRH de la transformation dans le groupe Le Parisien Les Échos. Voilà. Donc ces échanges vont nous permettre de rentrer dans le vif du sujet pour voir comment justement les entreprises s'emparent de cette directive et nous finirons par un temps de questions-réponses. Je vous souhaite donc une bonne matinale et puis je vous retrouve tout à l'heure pour les échanges entre DRH et donc place à Jacques. Alors, bonjour à tous, donc Jacques de Tonquédec, je suis un avocat au sein de cabinet Littler France, on fait que du droit du travail. Alors c'est vrai que cette matinale, on l'a préparée il y a, quand Elodie m'a contacté, c'était je pense à peu près il y a 2 mois, en disant on aimerait faire une matinale sur la transparence, et moi je lui ai répondu, en fait, on n'a que la directive, on ne sait pas quand ça va être transposé, j'ai pas de boule de cristal, donc le maximum que je peux faire, c'est faire des supputations. Jusqu'à vendredi 6 mars, où là, coup de bol pour tout le monde, on a eu ce projet de loi de transposition. Je ne sais pas si vous avez eu accès à ce projet de loi de transposition, parce que pour l'instant, il est sur communication relativement restreinte. Ils sont en train de travailler, les partenaires sociaux sont en train de travailler. Il y a une réunion de consultation qui est prévue courant mars, voire même plusieurs réunions de négociation. Ça négocie en ce moment entre le MEDEF et le gouvernement pour savoir un peu quels sont les arbitrages suite à ce projet de transposition. Donc de ce qu'on pensait être une arlésienne, c'est-à-dire se dire que finalement la France serait les bons derniers d'un point de vue européen pour transposer cette directive, eh bien apparemment le gouvernement a accéléré le mouvement puisque son objectif ce serait que cette loi soit applicable, en tout cas
entre en vigueur, après je vais en expliquer un peu plus, en tout cas soit finalisé pour le 7 juin 2026, qui est la date limite pour transposer la directive. Il y a 15 jours, je prends des pincettes, il y a 15 jours, le gouvernement nous avait dit ce ne sera pas avant le 1er janvier 2026. Il y a 15 jours avant, 2027, il nous avait dit on va essayer de faire ça pour avoir un projet largement avant le 7 juin 2026. Tous les 15 jours, le gouvernement change un peu. Peut-être que les élections municipales vont encore changer un peu le timing, je ne sais pas. Mais toujours est-il que pour la première fois, là, on a de la matière pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger sur comment en France on transpose cette directive transparence. Directive transparence, elle date de 2023. Elle date de 2023 et le principe, c'est, qui dit directive dit européenne, qui dit directive dit pas d'application directe, il faut qu'il y ait une loi pour transposer cette directive. Et pourquoi cette directive? Parce qu'en Europe, globalement, il y a encore des écarts de salaire importants, surtout entre les hommes et les femmes, étant précisé qu'en France, même s'il y a toujours des écarts, hein, vous pouvez le voir sur la slide, en 2024, il y a encore 22% d'écart de rémunération, 14% à temps plein et 4% à poste équivalent entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il y a encore des écarts importants, il y a quand même une réduction. Réduction, elle s'explique pourquoi, parce que vous connaissez tous l'index Pellico qui a été mis en place, qui vient au support de la négociation annuelle sur l'égalité, négociation annuelle obligatoire, donc un des thèmes est l'égalité professionnelle. Et sur cette égalité professionnelle, évidemment, il y a un focus sur l'égalité salariale et qui a été, entre guillemets, soutenu par cet index Pellico pour justement que désormais les entreprises fassent ce calcul avec des points, publient leurs points pour savoir si elles sont de bons élèves, des élèves moyens ou des mauvais élèves. C'est le cas, il faut prendre des mesures, faire des plans d'action. D'ailleurs, il y a jusqu'à l'année dernière, c'était la politique la consigne de l'administration, c'est de faire des contrôles sur l'égalité professionnelle. Beaucoup de nos clients ont été contrôlés sur l'égalité professionnelle, savoir s'ils avaient un accord, un plan d'action, et s'ils ne savaient pas, ils les avaient mis en demeure et éventuellement pénalisés. Voilà un peu le contexte général. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc c'est vraiment le principe, et aussi qu'on a aussi la loi PAC et le loi RED 5 qui vient toujours plus, qui vient accélérer ce mouvement sur l'égalité salariale. J'en viens sur le principe de la directive et sur le principe de cette loi de transposition. C'est assez simple, il y a deux points importants, c'est la transparence avant l'embauche, pendant l'exécution du contrat de travail, et si on ne le fait pas, des sanctions. Là, il y a des sanctions qui sont potentiellement très lourdes, ce qui oblige évidemment les employeurs à se saisir du sujet. C'est pas quelque chose de prospectif en se disant best practice, etc. Nous encourageons. Là, il y a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Donc, ça peut potentiellement être très très lourd. Donc, il faut être particulièrement vigilant là-dessus. Sur la transparence avant l'embauche. La directive, elle prévoit quoi? Elle prévoit que le candidat à un emploi doit recevoir de son employeur les informations sur la rémunération, la fourchette de rémunération, et sur les dispositions conventionnelles. Et ça, c'est l'obligation de communiquer dans les offres d'emploi. Donc ça, c'est le principe de la directive. Et l'employeur n'a pas le droit de demander l'historique des rémunérations. Que fait la loi de transposition? Je passe assez vite les slides sur la directive parce que maintenant qu'on a la loi de transposition, j'ai rajouté une slide à chaque fois sur la loi de transposition. Et ce qui vous intéresse, vous, c'est la loi de transposition. La directive, on ne va s'y référer que si on a un doute sur la loi de transposition parce qu'on a l'esprit du texte. Donc si on a une disposition qui n'est pas très claire, si on veut interpréter une disposition qui n'est pas très claire, on a cette directive qui va nous permettre, parce qu'elle sera forcément prise en compte par les juridictions, de savoir un peu comment je dois apprécier ma loi de transposition. Et ce que prévoit le projet de loi, c'est globalement, il reprend à peu près tout ce qu'a dit la directive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute offre d'emploi doit préciser désormais la fourchette de rémunération. C'est pas une nouveauté. Il y a quand même beaucoup d'offres d'emploi qui proposent une fourchette de rémunération. Voilà. Et évidemment, il faudra aussi préciser les dispositions conventionnelles applicables. Là encore, ce n'est pas une totale nouveauté. Il est toujours fait référence à la convention collective, en général, convention collective applicable dans les offres d'emploi.
puisque ce sont vraiment des éléments importants. Et dans les contrats de travail, comme vous le savez, il faut toujours faire référence à la convention collective applicable. Donc, pas de très grande nouveauté pour vous. Et si j'ai pas d'offre d'emploi, parce qu'évidemment, je suis pas obligé de poster sur les réseaux, Indeed, etc., des offres d'emploi, je dois quand même communiquer par écrit, avant ou pendant l'entretien, la rémunération. Étant précisé que je peux pas, et la loi reprend la directive, je peux pas demander son historique de rémunération. Ça, évidemment, ces deux derniers points concernent plutôt les petites entreprises. C'est peut-être un peu plus artisanal, où le salaire est le fruit d'une négociation, et on l'a déjà vu, ça s'est vu, etc., où il y a un échange, et l'employeur, il a envie de savoir combien il était payé pour savoir à combien il doit augmenter légèrement la rémunération pour, entre guillemets, avoir l'adhésion de ton... Mais sur toutes les offres, tout dans les boîtes plus importantes, il y a plus de 300, 150, 300, globalement, c'est déjà bien encadré les offres. Donc là, j'ai pas l'impression que ça va être un game changer pour les DRH s'agissant de cette transparence avant l'embauche. C'est juste qu'il va falloir être un peu plus processé, de ne pas louper une étape dans le process. Et ça, Luc vous précisera un peu plus d'un point de vue pratique comment ça peut s'envisager. Ce qui nous intéresse surtout, du coup, c'est la transparence pendant l'exécution du contrat de travail. Parce que quand la directive est sortie, de nombreux clients m'ont contacté en disant « Ouh là là », de façon très inquiète, en disant « Mais à quelle sauce on va être mangé? Qu'est-ce qu'on va nous demander? Est-ce que ça va être la transparence de tous les salaires? Est-ce que tous les salariés vont pouvoir connaître les salaires de tout le monde? Est-ce qu'on est dans cette logique-là ?» De façon très étonnante, l'inquiétude, elle était plutôt à l'étranger. Moi, j'ai toute une partie de ma clientèle, comme on est un cabinet international, qui sont des clients étrangers, et eux, ils sont vraiment paniqués par notre concept européen de transparence des salaires, ils ne le comprennent pas. Donc, beaucoup de demandes de ce côté-là. Et en France, on a juste cette inquiétude de savoir combien notre collègue va gagner, en tout cas combien, et pour, donc ça, c'est dans la base, hein, chez les salariés, pour les DRH, d'avoir à communiquer les salaires de tout le monde et après à gérer un climat social explosif parce que Pierre, c'est pas pareil que Jacques, Marie, c'est pas pareil que Laure, etc. Et Pierre et Marie, oh là là, on n'en parle même pas. Et d'avoir à ramer pour expliquer comment, le pourquoi du comment. Donc, la directive, elle prévoit des principes très généraux qui sont l'obligation de transparence dans la fixation des rémunérations à la politique, d'avoir des critères objectifs et non sexistes, évidemment, et de mettre à disposition ces critères, et enfin, de structures de rémunération qui garantissent l'égalité des rémunérations pour un même travail, un travail de même valeur. Et c'est là où la loi de transposition crée une forme de bouleversement pour nous tous. Pourquoi? Parce qu'elle vient compléter l'article 32-21-4 du Code du travail, parce qu'on est déjà, vous savez, travail égal, c'est pas une nouveauté pour nous. On a déjà un article du Code du travail qui le prévoit. C'est celui que j'ai mis au tableau. Les seules nouveautés de la transposition sont les passages en gras soulignés. Donc on a envie de se dire, là, comme ça, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Sauf qu'en réalité, moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est que des compétences non techniques. Évidemment, c'est pas défini par le Code du travail. Est-ce que cette loi de transposition va être accompagnée d'un certain nombre de décrets, et la loi de transposition fait beaucoup référence à des décrets en disant les solutions par les précisions seront données dans des décrets. Là, sur les compétences techniques, elle ne fait pas référence à des décrets. Est-ce que les décrets vont donner des clés pour comprendre ce que c'est que les compétences techniques? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire que pour vous, praticiens, il va y avoir un enjeu très fort de dire comment je qualifie une compétence technique, comment je la quantifie, comment je la prends en compte dans l'appréciation d'un travail égal, salaire égal. Est-ce que quelqu'un qui est sympa, il doit être mieux payé que quelqu'un qui n'est pas sympa mais qui bosse bien? Qu'est-ce qu'est être sympa? Pourtant, c'est une prétention technique, de dire quelqu'un qui est avenant, etc. Mais comment je quantifie? C'est très très subjectif. Or, le principe de cette disposition, c'est d'avoir des critères objectifs pour pouvoir justifier en cas d'écart de rémunération en disant mais non, c'est pas parce que j'apprécie Pierre ou Marie ou Laure, c'est parce qu'il y a ça. Sauf que comment je quantifie cet élément? Et c'est pour ça que pas beaucoup de nouveautés, mais des nouveautés extrêmement complexes pour lesquelles nous, on n'a pas nécessairement les clés. Donc ça veut dire qu'il va y avoir tout un travail d'identification, de catégorisation,
de pondération éventuellement pour déterminer cette compétence note technique, comment je la tiens, est-ce que je tiens compte de cette compétence technique, oui, non, et comment. Et donc c'est là où il y a un travail qui doit gauler tout à la fois une connaissance fine des effectifs, des attentes au poste, pour déterminer un peu quelles sont ces compétences non techniques. Et l'autre élément, c'est les conditions de travail. Là encore, c'est un peu mou. C'est-à-dire, à la fois, c'est très bien, parce qu'évidemment, quelqu'un qui travaille de nuit, il n'a pas les mêmes conditions de travail que quelqu'un qui travaille de jour. C'est normal que les rémunérations, qu'il y ait des écarts. Ça, c'est assez facile à comprendre. Et quelqu'un qui est 100% en télétravail, et quelqu'un qui est 100% présentiel, c'est des conditions de travail différentes. Est-ce que ça justifie un écart? Il y a toutes ces questions-là où finalement on n'a pas de réponse, et c'est ça où, et c'est ces précisions-là qui vont nous donner du fil à retordre du travail pour déterminer un peu comment on va déterminer ce travail de valeur égale. Et ça, c'est vraiment l'enjeu le plus important. C'est l'enjeu le plus important de cette loi de transposition, me semble-t-il, le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est la catégorisation des salariés, puisque le principe travail égal salaire égal s'apprécie par catégorie de salariés. Et ce serait trop facile, le Code du travail, la loi de transposition, ne prévoit pas de définition ni d'éléments pour catégoriser ces salariés. Elle renvoie à l'accord collectif, enfin à la négociation au dialogue social, avec, dans la rédaction actuelle, semble-t-il, une priorité à la négociation par accord d'entreprise, puis à défaut par accord de branche, et si jamais on n'arrive pas, par décision unilatérale valable 3 ans après consultation du CSE. Donc, ça veut dire que pour répartir mes salariés par catégorie, dans la catégorie j'apprécie le travail égal à valeur égale, a priori, dans le projet actuel, il faudrait que je commence par ouvrir des négociations. Bon courage. Ça risque d'être compliqué. Donc, ça nécessite d'avoir un vrai process, d'avoir des éléments très objectifs, d'avancer. Ça, c'est l'état actuel. Je mets tout de suite une réserve, parce que, évidemment, on travaille, comme on est un cabinet de droit du travail, évidemment, on est un peu informé sur ce qui se passe, et là, je livre une confidence. C'est qu'en ce moment même, il y a des négociations très très fortes pour faire sauter cette priorité. Et que le gouvernement est en train de lâcher, en disant non, c'est pas un ordre de priorité, vous pouvez tout de suite passer par la décision unilatérale. Ou vous pouvez, même s'il y a un accord de branche, vous n'êtes pas obligé de suivre l'accord de branche. Mais ça frotte beaucoup, puisque d'un côté, le MEDEF ne veut surtout pas cette priorité, et de l'autre côté, les organisations syndicales, elles veulent cette priorité, puisque le principe, et notamment la CFDT, c'est le principe du dialogue social. Après, quelle est la question quand on voit cette disposition sur la catégorisation, entre guillemets, quelle est la solution la plus pertinente? Parce que le dialogue social et la négociation collective a quelque chose de quand même plutôt bien, c'est qu'on met les sujets sur la table, et on essaye de trouver des critères, enfin des catégories qui sont acceptées de tous, versus une décision unilatérale de l'employeur, où vous savez, c'est très descendant. Certes, on consulte le CSE, mais la consultation du CSE, comme vous savez, c'est pas un avis conforme. C'est-à-dire que même si on a un avis défavorable, ça n'empêche pas l'employeur d'avancer. Et si on va, évidemment, de décision unilatérale, à 100%, vous aurez l'expertise. Donc, les Syndex, CECAFI, etc., qui vont monter sur des sujets pour, évidemment, assister, et c'est normal, hein, encore une fois, pour assister le CSE dans l'appréciation de ces catégories professionnelles. Donc ça va être un chantier colossal. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont convention collective de la méta. S'il y en a certains, il y a un changement de convention collective, je pense que c'est à peu près du même acabit. Quand il a fallu refaire des fiches de poste, toutes les classés en A, B, C, D, E, F, J, I, J, voilà. Donc c'est un côté très positif, puisque si c'est accepté, c'est signé par les organisations syndicales, vous avez quelque chose qui est a priori peu contestable dans la catégorisation, mais il faudra un accord. Et d'autre côté, si vous êtes sur la décision unilatérale, oui, vous avez les mains sur les manettes, mais vous allez avoir une expertise, le climat syndical peut être chaud, et ça peut être contesté facilement. Donc, la position est assez compliquée de savoir quelle est, et je serais bien en peine de vous dire, il faut absolument passer par ça ou passer par ça. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie quand même
d'avoir une approche de dialogue sur un sujet comme ça pour défantasmer le sujet. Il y a ce que c'est et ce que c'est pas. C'est pas de savoir le salaire de tout le monde. Et notamment, la loi de transposition rappelle que si, et je viendrai après, si, en fait, quand le salarié demande son salaire, enfin, demande sa fourchette, ça identifie un salarié, parce qu'ils sont que deux, et on ne donne pas l'information. Évidemment, il y a des droits qui s'entrechoquent. Il y a le droit, évidemment, de cette transparence, puis il y a le droit à sa vie privée, le droit qu'on ne vienne pas savoir la rémunération d'autrui, etc. Donc ça s'entrechoque, et ça, c'est déjà prévu dans la loi de transposition. Donc ça encourage quand même à avoir des catégories et qui ne soient pas non plus de pas saucissonner les catégories. Évidemment, on peut se dire un réflexe, je fais une catégorie par poste, et comme ça, je n'ai pas vraiment suivi. Et ça, ce sera évidemment insuffisant. Donc voilà, ça c'est un vrai enjeu. Ça, c'est les deux, pour moi, les enjeux les plus importants de cette transposition. Cette catégorisation et cette définition du travail égal. Ensuite de ça, pendant l'exécution, le salarié, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il a, ce que je fais dans la directive, il a accès, il peut demander l'accès à sa rémunération, niveau de rémunération individuelle, niveau rémunération moyen, par catégorie, accomplissant le même travail, évidemment. Et les salariés peuvent demander ces informations par écrit, et l'employeur, selon la directive, a 2 mois, ça c'est le délai maximum pour répondre, un délai raisonnable maximum du mois. Que dit la loi de transposition là-dessus? Elle confirme que les salariés pourront demander à l'employeur leur niveau de rémunération, le niveau de rémunération moyen. Donc ça veut dire quoi? C'est un peu le RGPD. On va voir maintenant, vous savez, le RGPD, on a une demande de droit d'accès. Alors, ce qui est amusant, c'est que, et c'est pour ça que je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain que vous soyez tout de suite noyé sous les demandes. On va voir. Mais un peu le RGPD, à l'époque, on s'est dit on va être noyé sur les demandes de droit d'accès. Puis finalement, on se rend compte que les demandes de droit d'accès, ce sont que quand le salarié part de l'entreprise. C'est à ce moment-là que voit la demande de droit d'accès. Sur les salaires, est-ce que les salariés vont être proactifs? Peut-être un peu au début, pilotés un peu par, évidemment, peut-être les organisations syndicales pour créer, entre guillemets, un levier de négociation dans les négociations annuelles obligatoires. Ça peut être un élément. Mais sinon, je pense que ces demandes vont plutôt arriver à la fin, quand les contrats de travail se tendent un peu. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils pourront demander à l'employeur leur niveau de rémunération. Et surtout, l'employeur devra informer chaque salarié de la possibilité de demander. Donc là, pareil, parce que les DRH ne savaient pas trop quoi faire, on rajoute une petite obligation. C'est vrai que vous avez tant bien connu. Et du coup, on rajoute une petite obligation, donc ça veut dire qu'il va falloir mettre en place un process. On ne demande pas à un DPO ou à un responsable transparence, mais la réalité, c'est que les boîtes d'une certaine taille seront obligées probablement d'avoir une personne dédiée pour gérer ces process. Ou en tout cas pour gérer ces process et s'assurer que les modalités d'information sont respectées, parce que si elles ne le sont pas, par exemple, si vous ne informez pas, sanction. Donc c'est... Voilà, pas tout marche à l'erreur. Étant précisé que le délai de réponse, la loi de transposition renvoie à un décret, donc on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que la directive a dit maximum 2 mois. Selon les informations que j'ai, on sera dans cette même logique de 2 mois. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas les décrets. Et vous savez que les décrets mettent toujours beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il y a certaines lois pour lesquelles on n'a toujours pas le décret qui sont rentrés en vigueur en 2023. Voilà. Ça peut mettre beaucoup de temps. Surtout qu'on est en année d'élection présidentielle l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils aient pris tous les décrets avant avril 2027. Donc voilà, pas sûr. Et là encore, ce que je vous disais, c'est que c'est que l'employeur n'a pas à répondre lorsque l'effectif de la catégorie de salariés auquel il appartient se situe en deçà d'un seuil déterminé par décret. Là, on ne sait pas, parce que c'est 2, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4, ou justement ne pas pouvoir identifier le salarié. Et évidemment, autre obligation,
Et autre obligation, c'est de mettre à disposition des salariés par coût moyen les éléments relatifs aux catégories et aux critères de classification, de promotion professionnelle, ainsi que de base des calculs de la rémunération. Pareil, nouvelle obligation. Il faut que le salarié ait des éléments pour comprendre l'évolution de sa rémunération, comprendre la façon dont on fait penser sa rémunération, et que de façon à ce qu'il puisse se saisir du sujet. Là aussi, c'est une nouvelle obligation, donc ça veut dire un process supplémentaire. Vous voyez, on va empiler les process avec toujours cette notion, on attend les décrets pour en voir un peu plus clair, étant précisé que le législateur a laissé sur ces obligations-là, sur ces process, un délai pour que les entreprises se mettent en conformité. Le ministère du Travail, le ministre du Travail s'est dit, vous inquiétez pas, on ne va pas appliquer ex abrupto, on va laisser un temps pour les entreprises pour se saisir du sujet et mettre en place. Je pense que c'est peut-être un peu se souvenir du RGPD. Le RGPD, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un règlement européen, donc là, il n'y a pas de transposition et d'application directe. En France, tout le monde était à la rue quand le règlement quasiment est entré en vigueur. Il a fallu à peu près 1 an pour que tout se mette en place, etc. Évidemment, il n'y a pas eu de contrôle pendant 1 an. Et il y a eu une espèce de tolérance pour le temps que les entreprises se mettent en conformité avec ces nouvelles obligations. Là, c'est carrément écrit. Donc, on aura 1 an à compter de la promulgation de la loi, ou si on a conclu un accord, une décision unilatérale relative à la catégorisation des salariés, ce sera à partir de ce moment-là que ça entre en vigueur. Donc, il y a un peu de latitude laissée à l'employeur sur cette obligation et ce process qui permet de ne pas se précipiter et de réfléchir au meilleur process possible. Ensuite, sur la transparence, sur les écarts, ça c'est l'autre élément important de la directive, sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Là-dessus, la directive prévoit que s'il y a un écart dans une catégorie, donc on regarde dans la catégorie, que vous avez vu, on regarde travail égal, salaire égal, on regarde une catégorie et on regarde dans cette catégorie, est-ce que j'ai un écart? La directive, si vous avez un écart dans cette catégorie entre des salariés hommes-femmes de plus de 5%, il faut mettre en place les mesures. Ça, c'est ce que dit la directive. Si on n'a pas remédié, c'est évaluation conjointe avec les représentants du personnel de la rémunération. Et c'est une contrainte de la directive. Ça, c'est la directive. Rassurez-vous, la loi de transposition ne va pas encore dans ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, elle renvoie à des décrets. Mais le principe, c'est quoi? C'est que c'est la fin de l'index Pénicaud. Il y a eu des grandes négociations au niveau entre les services du Premier ministre et les services du ministre du Travail sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait un index Pénicaud augmenté ou est-ce qu'on balaye tout, on crée un index transparent? Finalement, index transparence qui a gagné. Donc c'est un nouvel index. Vous savez, l'index Pénicaud, il y avait 4 indicateurs. Là, on passe à 7 indicateurs. Sur les 7 indicateurs, il y en a 6 qu'on ne connaît pas parce que la loi de transposition renvoie à des décrets. Il n'y en a qu'un seul qu'on connaît, qui est celui qui fait directement écho à ce que dit la directive. C'est sur l'écart de rémunération entre femmes et hommes par catégorie rassemblant des salariés accomplissant un travail égal ou de valeur égale. Et là, c'est d'ailleurs la majeure partie de la loi de transposition est consacrée à ce nouvel indicateur, parce qu'il précise, en fait, il fait par taille, entre guillemets, ou plutôt seuil d'effectif d'entreprise. Pourquoi? Parce que la directive, le seuil pour mettre toutes ces obligations, c'est 100 salariés. Donc évidemment, ça pousse du côté patronal pour dire, bah non, il faut que le seuil en France, dans la transposition, soit également 100 salariés. Mais ce n'est pas le cas de la loi de transposition. La loi de transposition, elle prend le seuil de l'index Pénicaud, notre seuil, je dirais, qui change tout dans une entreprise de 50 salariés, comme vous savez. Et elle prend ce seuil pour finalement... et elle va quantifier. Donc on a 50 100 salariés, et on a entreprises de plus de 100 salariés. Étant précisé que pour ces entreprises de 50 à 100 salariés, l'indicateur peut être supprimé par attente. Donc il y a une forme de flexibilité, mais je ne connais pas une organisation syndicale qui va dire « Ok, on supprime cet indicateur ». Enfin, ça me semble totalement... donc c'est pour ça qu'il y a une poussée patronale pour dire si ça peut être supprimé, autant rester sur le principe de la directive et au plus de 100 salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 50 et 99 salariés, l'indicateur est rendu, il n'est pas public, il est juste transmis au CSE et aux salariés. Et quand on est plus de 100 salariés, et on doit donner de l'information, on doit informer le CSE sur les critères
qui ont donné, enfin, des critères qui ont permis de calculer ces indicateurs. Quand on est plus de 100 salariés, pour le coup, c'est une information et une consultation du CEF sur les critères, enfin, sur comment, enfin, quelles données on prend des indicateurs. Et pareil, je vous l'ai dit, c'est que les écarts par la directive, c'est 5%. Là, ça renvoie à un décret, on ne sait pas de seuil en France. Actuellement, les travaux de hier, c'était 5%. Pareil. Mais pour l'instant, je peux pas vous garantir, vous avez tout un mail, c'est 5%. À mon avis, ça va rester la même chose. Étant précisé que si jamais, c'est là où le législateur, quand on entend, est assez baroque, pour pas dire mystérieux, si jamais vous avez un écart, la logique, vous allez voir, elle est complètement... il faut s'accrocher un peu. Si vous avez un écart dans une catégorie, vous devez remédier à cet écart. Vous avez deux possibilités. Soit vous remédiez vous avez un délai de 6 mois pour remédier, soit vous expliquez que vous avez des critères objectifs non sexistes qui justifient cet écart. Au bout de ces 6 mois, vous devez reprendre la mesure de voir s'il y a toujours cet écart. S'il y a plus cet écart, ben c'est gagné. S'il y a toujours cet écart, vous devez informer l'administration, informer les instances représentatives du personnel et mettre en place une évaluation conjointe et négocier sur des mesures correctives. Et après, vous devez refaire encore une dernière fois, à la suite de ces mesures correctives, l'indicateur. Vous avez une espèce, et à chaque fois d'informer l'administration de ce que vous faites, du pourquoi, du comment, etc. Donc vous avez un truc pareil, une usine à gaz, où en fait parce que évidemment, vous avez beaucoup de temps libre, donc un process pareil extrêmement long en cas d'écart, avec à chaque fois avec ces notions de 6 mois, etc. Sachant que tout est renvoyé à un décret. Donc là, pareil, je suis un peu Madame Yerbat, c'est que c'est une supputation sur la façon dont ça va se passer. On sait les grands principes, on ne sait pas en pratique exactement comment ça va se passer. Et j'en viens, pour finir, aux sanctions. Et c'est là où pourquoi il ne faut pas mettre le sujet sous le tapis, c'est que les sanctions sont potentiellement très importantes. Donc la directive, je vais passer assez rapidement parce que la directive, en fait, elle ne nous intéresse pas trop parce que là, pour le coup, la loi de transposition, elle prévoit des mesures très très claires. Pareil, c'est l'endroit le plus important de la loi de transposition. C'est un, l'indicateur dont on vient de parler, et deux, c'est les sanctions. Et les sanctions, c'est s'il y a un manquement, c'est 1% de la masse salariale. Sachant que quand même, le gouvernement, tout à la fois c'est écrit dans le texte, mais en même cas c'est aussi les informations qu'on a de l'administration du travail, de la DGT, c'est qu'il y aura une mise en demeure, et que la volonté c'est d'accompagner, de ne pas sanctionner au début les entreprises. Mais la sanction peut être potentiellement super haute, 1% de la masse salariale. Et l'autre sanction, c'est en cas sur des manquements plus réduits, c'est-à-dire que je n'ai pas fait droit à l'information du salarié, je n'ai pas mis à disposition, vous voyez, tout ce petit process que je vous ai expliqué, c'est 450 € par manquement. Donc pareil, et pour le coup, c'est une sanction. Donc c'est mécanique, quoi. C'est-à-dire que si vous avez 10 manquements, 4 500 € là-dessus. Donc ça veut dire qu'il faut être particulièrement vigilant quand vous mettez en place, quand vous allez mettre en place tout ce process. Et j'en viens sur une chose qui est finalement aussi la plus importante, qui était sur la directive mais qui a été reprise dans la loi de transposition. C'est finalement un renversement de la charge de la preuve. Vous savez, quand il y a une inégalité, enfin une présomption de inégalité salariale, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis et probants à charge pour l'employeur de démontrer qu'il y a des critères objectifs. Là, c'est l'inverse. Le salarié dit, il voit l'écart, il dit, il y a un écart. C'est à l'employeur de démontrer, sans aucun autre élément, de démontrer qu'il y a des écarts objectifs, que c'est objectif, etc. Donc c'est totalement la preuve maintenant ne porte que sur l'employeur. Il n'y a plus la nécessité d'expliquer que le salarié dise oui, mais par rapport à mon ancienneté, etc. Voilà. Plus du tout. Écart, il dit je suis pas content, l'employeur, et c'est tout, ça suffit. Et donc, s'il y a une saisie prud'homale, ce sera à l'employeur de justifier de la différence de traitement. Là, c'est très lourd, étant précisé que c'est aussi la nouveauté. La directive avait un champ d'appréciation large, la loi de transposition restreint, c'est que le salarié peut utiliser les données de son entreprise, mais s'il y a un accord de groupe qui définit les rémunérations, s'il y a un accord d'UES qui définit les rémunérations, il peut prendre en compte
d'autres entreprises selon le périmètre. On ne s'arrête pas à l'entité légale. Ça aussi, c'est un élément important, puisque ça veut dire que ça ouvre une possibilité, et donc aussi une vigilance pour les employeurs, s'agissant du périmètre d'un accord de rémunération s'il dépasse une entreprise quand vous avez des activités très très opposées. Pour un exemple, vous avez une entreprise qui a un centre de recherche et développement avec que des ingénieurs, et puis de l'autre côté, vous avez en région parisienne, et d'un autre côté, vous avez une usine de production en province. Eh bien, peut-être que sur un même poste, dans les deux cas, il y a un DRH, par exemple. C'est peut-être pas nécessairement les mêmes rémunérations, mais si vous êtes un accord de groupe et qu'ils appartiennent à la même catégorie de salariés, ce qui semble assez probable quand même, eh bien ça peut créer, ça peut donner, en tout cas, le salarié pourrait saisir en disant c'est pas dans le groupe, c'est dans le même périmètre, donc inégalité salariale. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur le calendrier législatif, je vous en ai parlé. Et après, comment secrétariat en pratique, donc je vous ai mis, c'est surtout Luc qui va vous parler de ça, mais globalement, c'est dès maintenant que vous pouvez commencer à vous préparer. Voilà. Là, ça y est, la loi de transposition est là, on sait à quelle sauce on va être mangé. Commencez déjà à identifier. Il faut avoir une connaissance de votre entreprise, connaissance de votre système de rémunération, identifier tout. Et qu'est-ce que tu as vu comme la transition est bonne? Et je vous laisse les mains dans les mains de Luc qui va être de mon côté plutôt comment bien intégrer ce projet. Merci beaucoup Jacques. Bonjour à tous, moi je suis Luc Mélin, directeur chez Euro Consulting. Donc on a quelques conseils qui accompagnent les grands projets de transformation des entreprises, processus, organisation, performance, et en particulier pour la fonction RH. Et donc moi, mon objectif c'est d'être après les propos de Jacques, qui a été assez bavard, donc c'est plus court. Non, mais il vous a bien expliqué l'ensemble des éléments de la loi. Donc moi l'objectif ça va être d'être très pragmatique et de voir maintenant comment vous pouvez vous mettre en conformité et comment vous y prendre de manière extrêmement pratico-pratique. Alors, je voudrais juste revenir quand même sur... Jacques parlait un peu de l'esprit de la directive tout à l'heure et je trouve que c'est important quand même d'y revenir, c'est-à-dire que pour comprendre et pour se dire quels sont les enjeux de transformation pour mon entreprise par rapport à cette directive, je pense qu'il faut revenir quand même sur quel est le sens de cette directive. En fait, pour moi, il y a deux mots qui sont importants, c'est l'équité et la confiance. C'est-à-dire que quand on se plonge un peu, quand on lit la directive, c'est pas juste une contrainte réglementaire. On peut y voir quelque chose aussi qui peut avoir valeur de transformation pour votre entreprise et qui peut être un vrai levier. Équité parce qu'en fait, il y a quand même cet objectif d'avoir un équilibre entre rétribution et contribution. C'est quand même des choses, des notions intéressantes dans une entreprise. Et puis confiance parce que en fait, quelque part, cette directive va permettre de remettre un lien de confiance entre l'entreprise et les salariés, puisqu'il y a cette transparence. Bien moi salarié, je vais être cette transparence, elle va me permettre de comprendre que l'entreprise me donne des informations, je suis au clair par rapport à comment est construite ma rémunération, et ça crée un lien de confiance avec l'entreprise. Donc, si on le prend de manière positive, en fait, il y a quand même des changements sur lesquels l'entreprise peut se baser pour communiquer et pour transformer son entreprise. Donc, on a identifié 4 enjeux un peu principaux. Le premier, c'est que c'est un changement qui impacte au-delà des RH. Je pense que vous l'avez compris aussi avec ce que vous a dit Jacques, mais c'est pas juste un sujet de conformité RH, c'est pas juste un sujet de RH pour les RH. Et je vous prends ça va aussi toucher les pratiques managériales et potentiellement la gouvernance de l'entreprise. Je vous prends un exemple assez simple. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé de ce qui allait être compris dans la partie rémunération, mais si par exemple les avantages, je pense que ça sera précisé dans le texte de loi, qu'est-ce qui est compris dans la rémunération, parce qu'évidemment vous avez les titres, vous avez les variables, vous avez les avantages en nature. Mais si je prends l'exemple des avantages en nature, je prends un exemple très concret avec nous des clients qu'on accompagne notamment sur tout ce qui est flotte d'entreprise. On s'aperçoit que chez nos clients, les cartes policy, elles ne sont pas toujours extrêmement précises et parfois on s'aperçoit que dans les pratiques, c'est un avantage qui peut faire l'objet d'attributions qui ne sont pas tout à fait bien tracées et parfois c'est des avantages un peu invus pour plein de raisons. Certains aussi en font s'en servent de la négociation. S'ils ne peuvent pas avoir plus de salaire, ils vont dire est-ce que je peux avoir telle voiture, etc. Et tout ça n'est pas forcément extrêmement bien équitable. Et donc, si jamais les avantages en nature sont compris dans cette rémunération, ça sera intéressant de revoir un peu ces pratiques managériales, de dire ok,
Si c'est compris dedans, quand je vais donner des éléments de rémunération à mon salarié qui fait un droit d'information, je vais aussi lui montrer tout ce qu'il a comme avantage en nature et il faudra préparer. Donc, je vais être obligé aussi de revoir certaines pratiques managériales, typiquement la carte policier. C'est un exemple comme un autre, mais c'est pour que vous compreniez que ça va toucher aussi des choses qui ne sont pas forcément liées juste à la rémunération, aux grilles de salaire, qui vont être effectivement un travail des gestionnaires RH. Donc voilà, je pense que c'est le premier point à comprendre, c'est que ça va pas, ça s'adresse bien, faut embarquer toute son entreprise parce que ça va toucher des choses qui sont au-delà de la rémunération au sens salaire et fixe et variable. Assez classique, mais faire d'une contrainte une opportunité, hein. Si vous le subissez, ça va être de l'administratif, vous allez le faire sans grande conviction, ça risque d'être de ce fait, pas forcément très bien fait quand on le fait de manière forcée. Et par contre, si je me dis, ok, c'est une opportunité pour changer je le prends du bon côté de la chose, je me dis, voilà, je vais ouvrir un dialogue social, je vais montrer à mes salariés que je donne de la transparence et qu'ils sont au clair sur les règles du jeu, c'est aussi un levier d'attractivité, de fidélisation aussi de vos ressources. Donc, on peut y trouver du positif. Et si vous prenez dans ce sens-là et que vous embarquez vos équipes, on en a parlé avec Jacques là aussi tout à l'heure, avec le dialogue social, je pense qu'il y a une opportunité pour vous de vous en saisir et de le prendre de la bonne manière. Je prends aussi l'exemple, je fais un tout petit pas de côté, mais parce que Jacques parlait du RGPD, donc on a aussi accompagné pas mal de clients sur la mise en place du RGPD. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui l'ont pris comme un levier, ceux qui l'ont pris un peu intelligemment en se disant, ok, c'est une vraie contrainte le RGPD, mais je vais en profiter pour structurer ma donnée. Et tous ceux qui ont mis leur data governance à ce moment-là en place, ont pris un avantage compétitif derrière quand on parle des sujets d'IA, parce que leur donnée, elle est bien classifiée, ils ont une data governance qui tient la route. Donc ce que je veux dire par là, c'est que souvent quand on comprend un peu l'esprit de la loi et qu'on se dit ok, je m'en sers parce que demain je sais que je peux en faire un avantage compétitif, là c'est plutôt sur les enjeux de fidélisation d'attractivité, et vous allez gagner quelque chose. Je pense que ça interprète ça passe. Troisième point, c'est adopter une approche pragmatique. Donc je pense que je ne sais pas s'il y aura un grand soir. On sent que ça va être très différent selon les clients, mais nous, ce qu'on voit, c'est que la plupart de nos clients, notamment les grandes entreprises, vous êtes quand même assez processés et de fait, bien sûr, il y aura des choses à revoir, mais il y a peu de chances que vous deviez tout remettre à plat et que ce soit, un travail monstrueux qui va vous prendre des années. Je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique. Il faut regarder faut pas partir d'une feuille blanche. Il faut regarder déjà d'où vous partez, où vous en êtes sur chaque élément. On y reviendra. On essaie de lister un peu, de vous faire une petite liste de courses, mais essayer de prendre un peu une grille de maturité et Jacques l'a dit, de toute façon, là, le travail qui va être le plus complexe, c'est sur cette notion de travail de même valeur et de catégorisation. Là, il risque d'y avoir du boulot pour ceux, effectivement, qui aujourd'hui n'ont pas forcément fait cet exercice de catégorisation. Mais sinon, je pense que quand on reprend, on y reviendra, mais sur le recrutement, etc., c'est pas des choses monstrueuses et ça va pas prendre énormément d'efforts. Il y a juste un ou deux points à bien avoir en tête et sur lesquels, effectivement, il va falloir y aller étape par étape et on va commencer à avoir une vision un peu macro des gros écarts et on va commencer à affiner les catégories particulièrement à risque et ça va réduire un peu le périmètre. Donc voilà, faut pas en faire un objet en disant oh là là, ça va me prendre des années. Faut poser des diagnostics et je pense que pour certaines entreprises, ça sera pas si monstrueux que ça, entre guillemets. Et puis évidemment, le gros enjeu de transfo, voilà, c'est évidemment, Jacques en a pas mal parlé, mais les processus. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi pour moi, si on doit en profiter si on peut profiter de cette directive pour faire quelque chose, c'est arriver à piloter un peu par la donnée. C'est-à-dire que l'index, il va demander quand même d'être assez à l'aise pour manipuler les différents éléments de la rémunération. Et donc, ça peut être intéressant comme de vous outiller. Mais pareil, quand on dit outiller, on ne pense pas forcément à un logiciel ou à un SI extrêmement complexe. Alors, les grandes entreprises, je pense que certaines sont déjà dotées. Les petites entreprises, un Excel bien fichu fera l'affaire, mais je pense que c'est important de s'outiller parce que derrière, c'est un exercice récurrent. Hein, Jacques l'a dit, tous les 3 ans, tous les ans, ça dépendra de la taille des entreprises. Mais si à chaque fois vous devez repartir à zéro, je pense que voilà, c'est important quand même de s'outiller un minimum. Voilà un peu pour ces 4 grands enjeux de transformation d'un point de vue de l'entreprise. Maintenant, si on doit reprendre un peu les chantiers, je vais aller vite parce que Jacques, on a quand même pas mal décrit l'ensemble des règles, des obligations liées à cette directive et à cette transposition. J'ai juste essayé de les remettre en chantier. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes d'action? Comment je les actionne, ces différentes obligations? J'ai mis en 3 gros paquets. Le premier paquet que j'ai appelé reporting et remédiation. J'ai mis 2 petites étoiles parce que c'est ce qu'a dit Jacques, c'est là où ça va être le plus gros travail. Entre guillemets, le reste, franchement, ça sera pas monstrueux. Donc ça va être construire et industrialiser le reporting réglementaire des écarts femmes-hommes. Hein. Donc ça, effectivement, on en a parlé avec ces 7 indicateurs. C'est là où ça va être quand même un petit peu de boulot.
A priori, quand même, sur les. Enfin, on verra, on ne sait pas exactement encore comment ils vont être définis, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le septième, c'est celui, hein, le septième indicateur avec cette comparaison dans le travail de même valeur. Ça va être le plus complexe à construire. C'est une évidence et c'est là où vous allez devoir avoir le plus de travail, c'est pour construire vos catégories et ensuite mettre en place un dispositif d'audit, d'analyse et de justification. Donc là, je vais prendre toutes mes catégories et je vais commencer à regarder mes écarts. Il y en aura forcément, mais ensuite, je vais pouvoir faire des analyses des régressions multicritères et je vais commencer à se dire, OK, ce sur quoi il faut arriver à tomber, c'est les écarts résiduels. C'est là où ils ne sont pas expliqués, puisqu'il y a l'ancienneté, etc. Il y a les compétences. Enfin, vous allez arriver avec les différents critères de la directive, à expliquer une grande partie des écarts. Et puis, comme d'habitude, on tombera sur le résiduel. Et c'est là où, effectivement, il y aura votre travail le plus important, qui est de dire, OK, maintenant que j'ai vraiment analysé tous les critères, je suis capable d'objectiver, j'ai encore une différence qui reste au sein de mes catégories, comment je fais? Et c'est là où il faudra effectivement préparer une sorte de protocole seuil 5%. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Que je sois extrêmement rodé et que je me fasse pas prendre finalement en disant, oh là là, mais j'ai des écarts. Et donc là, il faut processer ça pour s'assurer que, comme disait Jacques, c'est un petit peu compliqué, ça peut être un peu usine à gaz. Donc autant creuser le processus en se disant, OK, j'ai mon seuil de 5%, c'est comme processus de décision et de correction, et ensuite qui peut aller même jusqu'à l'évaluation contrainte. Mais ça, je pense que c'est important de juste avoir un processus clair, parce que comme l'a dit Jacques, c'est comme une usine à gaz, donc si vous ne l'avez pas clairement en tête, vous allez être un peu perdu au moment donné, vous allez avoir des écarts supérieurs à 5%. Et en termes de conduite de changement, former et outiller les gestionnaires RH, évidemment, qui est, comme je disais, outillés pour travailler avec la donnée, et puis communiquer aussi auprès des IRP, évidemment. Ça, c'est important, on y reviendra après. Le deuxième grand bloc dont parlait Jacques, c'était la transparence, on va dire, interne à l'entreprise. Ça, c'est le deuxième chantier. Pour moi, celui-ci, alors, il est quand même intéressant parce que, pareil, je reviens à cette. Je pense qu'il a, dans cette notion de confiance, c'est assez important parce que vous allez publier et communiquer les critères de rémunération et de progression. Je pense que pas mal d'entreprises le font déjà. Nous, on voit chez nos clients, certains sont assez matures là-dessus, d'autres moins. Mais je trouve que là, c'est un exercice de transparence assez intéressant. Tout le monde connaît. En fait, c'est juste vous devez exposer les règles du jeu. Bon, ça semble assez sain quand même de se dire tout le monde sait dans les règles avec lesquelles il joue pour sa progression salariale. Je trouve que c'est plutôt sain. Ceux qui ne le font pas, c'est pas je veux dire, ça sera qu'un avantage de le faire vis-à-vis de leur population, vis-à-vis de leurs salariés. Donc ça, c'est pas un gros changement, mais pour ceux qui ne l'ont pas, il faudra quand même écrire ces règles du jeu. Ensuite, le fameux droit à l'information dont parlait Jacques, ça, il n'y a pas le choix, il faudra effectivement le processer. Effectivement, c'est un peu difficile de dire. Je pense qu'au début, il y aura forcément un petit peu quand même d'émulation autour de ça. Je pense que Jacques le disait peut-être en fin de contrat, mais je pense aussi au moment donné des évaluations, enfin, à la sortie des évaluations, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se dire, bon, attendez, moi quand même ça m'intéresse là, parce que je comprends pas, enfin ça arrive tout le temps, je comprends pas comment j'ai été augmenté, je veux comprendre et je veux être aussi là-dessus tenu au courant, et je veux avoir les informations qui permettent de comprendre comment pouvoir éventuellement contester mon augmentation. Et donc ça, pareil, il y a certaines entreprises qui le font bien, c'est-à-dire qu'elles communiquent à chaque fois sur des catégories de travail, de travail de même valeur. Elles communiquent déjà en disant, voilà la moyenne des rémunérations, des augmentations cette année, et voilà comment tu positionnes par rapport à ces moyennes, mais tout le monde ne le fait pas. Et donc là, effectivement, je pense qu'on peut avoir quand même ce droit qui va s'activer au moment des évaluations. Donc je pense qu'il faut quand même être prêt à ce moment-là. Effectivement, comme disait Jacques, je ne sais pas si c'est une personne dédiée, mais en tout cas, c'est une cascade bien identifiée et un processus que le salarié connaît. Et après, comment lui mettre en main? Effectivement, je pense qu'il y aura des communications régulières à faire, parce que c'est pas one shot, il faut quand même rappeler régulièrement ce droit. Donc, il faudra mettre dans vos processus. Et puis ensuite, ça je passe rapidement, parce que mettre à jour les règles de confidentialité salariale, c'est pas très compliqué pour ceux effectivement qui sont soumis au secret, ça pourra plus être fait aujourd'hui. Il faudra s'assurer que vous n'ayez plus de salariés qui soient concernés par cette confidentialité salariale. Donc là, il y a une petite formation des gestionnaires RH vis-à-vis de ces nouveaux processus, et communiquer auprès des salariés en disant, voilà votre droit, et voilà les règles du jeu, du cadre des évolutions salariales qui est quelque part disponible dans l'entreprise. Et le dernier point, qui est le plus facile finalement, processus de recrutement. Donc là, effectivement, pour la plupart, c'est déjà le cas. Il faut sécuriser vos offres d'emploi et qu'elles soient effectivement avec des intitulés non sexistes, non discriminatoires. C'est assez classique quand même maintenant, le niveau de maturité est assez élevé. Et qu'elles intègrent la transparence salariale, vous le disiez Jacques. Pareil, beaucoup le font. Je trouve que c'est intéressant pour ceux qui ne le font pas. Ça va poser quand même quelques questions. C'est quoi une fourchette? Alors là-dessus, je pense que ça sera assez libre. Il n'y a pas de très trop de débat sur la fourchette. Mais pour vous, c'est assez intéressant de se dire, il faut quand même que je m'assure que cette fourchette, je regarde dans la catégorie de travail de même valeur, qu'elle n'est pas déconnante avec ce qui se fait avec mes salariés actuels.
Et puis ensuite, objectiver les critères de positionnement salarial à l'embauche. Je dois m'assurer que le salarié que j'embauche, je vais regarder dans sa catégorie même valeur si déjà je me mets pas en écart. Et je pense que là aussi c'est important, c'est en écart non justifié parce qu'il y a certaines personnes, on le voit aussi dans la presse, on dit oui, ça va tout niveler vers le bas, on pourra plus recruter dans les métiers en tension. Vous avez toujours le droit de recruter une personne à un salaire plus élevé. C'est juste qu'il faudra le justifier, le tracer. Évidemment, si vous recrutez quelqu'un sur un métier en tension et qu'il dit je le recrute plus cher, je recrute un salaire plus élevé parce que c'est un métier en tension, ça peut s'entendre. Mais évidemment, à un moment donné, le salarié, ils sont aussi dans sa poste à tension. Donc, il faudra quand même à un moment donné se poser les bonnes questions pour rééquilibrer. Mais ça ne vous empêche pas, bien sûr, ça nivelle pas par le bas. Vous pourrez toujours rémunérer quelqu'un de manière plus élevée s'il est plus performant. Il faut juste que ce soit tracé et expliqué et objectivé. Donc, je pense que c'est important qu'il y a pas mal qui vont dire oui, non, on nivelle tout vers le bas, c'est une espèce d'égalitarisme. Non, on pourra toujours évidemment différencier et avoir des évolutions de rémunération qui sont liées à sa performance, mais il faut juste que ce soit tracé. Et le dernier point, évidemment, supprimer la collecte de l'historique salarial. Donc ça, effectivement, c'est juste, faut quand même former un petit peu vos managers, leur dire, parce que c'est vrai qu'il y a certains managers, c'est un peu un réflexe de demander le salaire précédent. Je trouve que ça se fait quand même de moins en moins. Moi, chez nos clients, ils le demandent de moins en moins. Mais ça arrive encore dans vos SIRH, qu'il n'y ait plus une case, on peut remplir le salaire précédent. Enfin voilà, il faut faire un peu de nettoyage dans vos processus, que ce soit les scripts d'entretien et les SIRH, mais c'est vraiment pas un boulot énorme. Et ce sera surtout de sensibiliser et former les recruteurs pour leur rappeler un peu les règles du jeu et les managers, parce qu'évidemment, il n'y a pas que il y a les RH, les fonctions RH, le recrutement, mais aussi les managers opérationnels qui vont passer des entretiens. Donc voilà, je pense que si on résume, il y a ces trois gros chantiers, le reporting, l'interne et le recrutement. C'est clairement la première catégorie qui va vous demander le plus de travail, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut prendre les choses de manière assez pragmatique pour démystifier le travail qu'il y a à faire en fonction de votre maturité. Juste pour finir, par quoi s'il devait commencer par quelque chose, c'est quoi? Du coup, c'est plutôt en lien avec la catégorisation et puis le calcul des écarts. Forcément, vous allez devoir déjà commencer à vous préparer. Vous avez intérêt à vous préparer, parce que le reste, très franchement, adapter vos processus de recrutement, etc., ça ne va pas être un travail très long, donc ce n'est pas un problème. Mais je pense que le premier chantier, c'est d'avoir une source de données fiable. Donc, commencez déjà à prendre vos données RH, à inventorier les différents éléments de rémunération que vous avez dans votre entreprise, à nettoyer, à proratiser les données, à documenter vos référentiels. Vous allez forcément exclure des choses, il faut documenter ces exclusions, enfin, préparer vos données. Voilà, je vous assurer que vous ayez un endroit commun, soit vous avez un SI, maintenant il y a plein de SI de logiciels en SaaS qui permettent de faire du pilotage de politique de rémunération. Si vous en avez, c'est déjà de bien mettre les données, les nettoyer et pour que vous soyez prêt à faire des analyses propres. Ensuite, commencez à réaliser un diagnostic pour analyser l'écart, donc cartographier vos emplois, donc ça va être le travail le plus important. Surtout que je trouve que aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'entreprises chez nos clients où de plus en plus, on va dire que les grilles de rémunération, elles se sont faites un petit peu par filière métier. Et là, c'est sûr qu'avec cette catégorie de même valeur, on sent qu'il y a un peu cet objectif, cette tendance, on va devoir un peu transversaliser et comparer parfois des filières métiers différents. Donc c'est là où il y a potentiellement un vrai enjeu, comme on le dit tout à l'heure, avec Paris, un directeur marketing et un directeur financier, ça peut être un peu compliqué. Donc cette catégorisation, il y a vraiment un travail un peu important et c'est important de le faire dès maintenant pour commencer à trier un peu vos patates et se dire ok, ça donne quoi si je catégorise avec mes critères actuels. Encore une fois, je partais de ce qui existe parce que vous avez forcément, même parfois elles sont implicites, mais vous avez des catégories. Même si elles ne sont pas écrites dans le dur, donc c'est important de repartir de là pour voir déjà si en le faisant vous avez des gros écarts. Ensuite on identifie les critères de rémunération et puis on analyse les écarts et puis c'est là où il faudra faire des exercices de régression un peu multiples avec la compétence, l'ancienneté, parce qu'il y a plein d'écarts où vous allez justifier par des choses très objectives de la directive, il n'y aura pas de souci. Encore une fois, c'est le résiduel une fois que j'ai analysé avec la compétence, l'ancienneté, etc. Et là je me retrouve encore avec un écart, c'est là qui est problématique. Et puis, Jacques le disait tout à l'heure, mais c'est très important de préparer le terrain du dialogue social. Je pense qu'il faut l'anticiper. C'est toujours mieux que ce soit vous qui veniez avec ce projet en disant voilà comment on va la prendre cette directive, voilà comment on va s'en saisir, plutôt que ce soit une question de vos IRP en CSE qui vous disent en fait comment vous vous préparez et tout ça est là, oui, on va prendre le sujet, mais voilà. Non, c'est quand même bien que ça soit proactif et que vous ayez dit voilà, nous on a vu cette directive, voilà comment on va la prendre. Et puis même au-delà des IRP, je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez vous saisir de ce sujet pour changer un peu des choses dans votre entreprise, pour des objectifs, une ambition en tout cas d'attractivité, notamment pour les filières en tension, vous pouvez vous en saisir et donner du sens aussi à cette directive en communiquant vis-à-vis des salariés, en disant nous on va saisir de cette directive, on va être plus transparent, on va vous expliquer les règles du jeu. Et ça aussi c'est intéressant de
de le préparer et de communiquer vis-à-vis de vos salariés. Et j'en ai fini sur cette partie processus RH et vous remercie. Merci d'être là. Alors, place à nos experts. Je vous invite à rejoindre les tables. On va quand même mettre les micros. Je dirai si on a besoin. Oh bah là, vous voulez que je fasse le plan de table? Comme vous voulez. Moi, je vais me mettre là, sur le côté. Voilà, comme ça. Estine. Voilà, donc vous avez le pédigré de nos experts RH au-dessus d'eux. Et je vais commencer donc à donner la parole à Justine. Alors, c'est vrai que nos deux spécialistes ont finalement dit que le recrutement, c'était une partie extrêmement simple, on va dire, à gérer. Donc, vous êtes dans une grosse entreprise. Ça veut dire que, bon, il y a sûrement des process, mais il y a aussi une multitude de personnes qui touchent au recrutement. Votre avis sur cette partie-là de mise en œuvre de cette directive? Alors, effectivement, je rejoins l'avis de nos deux experts qui sont intervenus précédemment. La complexité, elle va se retrouver à la mise en place de fourchettes et à leur diffusion. Et puis, dans les pratiques, arrêter de demander les rémunérations antérieures des candidats. C'est des choses déjà qui se pratiquent. Moi, ce que j'anticipe plutôt, c'est deux phénomènes. Le premier, c'est que comme les fourchettes vont devenir beaucoup plus visibles sur des métiers en tension, on a un petit risque quand même de course à l'échalote entre les différentes entreprises pour aller capter les talents sur des compétences rares et quelque part créer une inflation de rémunération. Plutôt que de tirer à la baisse, moi je dis plutôt que sur certains métiers, on va avoir de la revalorisation de salaire qui risque quand même effectivement de déséquilibrer la rémunération interne, puisque quand on recrute mieux les collaborateurs en externe que ce qu'ils sont rémunérés en interne, on vient complètement casser un peu nos grilles de rémunération. Donc là, il y a une vraie vigilance et c'est un phénomène qui risque d'exister. La deuxième chose, c'est que ça va être très bien, je trouve, que l'on ait des fourchettes de rémunération affichées. Pour autant, ça n'interdira pas aux candidats de négocier leur rémunération. Et on sait malheureusement qu'à ce jeu-là, les messieurs sont un peu meilleurs que les dames. Donc c'est pas parce qu'on a des fourchettes de rémunération que derrière les candidats vont chercher à aller potentiellement au-delà. Et là, on a encore malgré tout un risque résiduel de maintien des écarts de rémunération. C'est les deux aspects principaux que j'identifie sur ce sujet de l'intégration et de l'embauche. Merci Justine. Lorsqu'on a préparé donc cette matinale, on a quand même évoqué énormément aussi le dialogue social parce que vous avez vu, Jacques a insisté dessus, Luc aussi, c'est quand même une étape indispensable dans la mise en œuvre de cette loi dans l'entreprise. Comment pensez-vous, alors vous êtes dans un monde où quand même voilà, très, très normé avec la métallurgie, donc comment pensez-vous que les IRP vont s'emparer de cette loi? Quels seront selon vous les principaux enjeux en matière de transparence et de connaissance des politiques de rémunération dans l'entreprise? Sur ce sujet-là, c'est vrai, je trouve qu'on a le bingo du dialogue social. On a à la fois des nouvelles obligations d'information, consultation et de négociation. Donc le carton est plein. On est quand même dans une situation où ce sujet des rémunérations et des écarts de rémunération n'est pas complètement neuf en matière de dialogue social, puisque aujourd'hui les entreprises ont déjà l'obligation de montrer les mesures qu'elles mettent en place pour réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment au moment des NAO. On est sur quelque chose en fait qui est déjà existant, mais on va un peu plus loin. Là, les défis, ça va être essentiellement de former les élus à la politique de rémunération. On va expliquer aussi que ce ne sont pas forcément des choses simples. Et on a vraiment un exercice d'acculturation en fait là-dessus. On a tendance à se mettre un petit peu de côté et pas forcément à le partager, alors que assez généralement, les politiques de rémunération existent en entreprise, on a des structures, on n'a pas que de la note de gueule, si je peux me permettre, sur la rémunération. Il y a évidemment un cadre existant. Donc ça va être déjà un gros sujet, ça va vraiment être de les former, de les éduquer à ces sujets-là.
La deuxième chose, c'est que super, ils ont un nouveau pouvoir, ils vont avoir de l'information sur les rémunérations. Génial, mais tous les salariés, ça va pas les faire sauter de joie au plafond, hein. Il y a plein de collaborateurs qui vont pas être ravis de se dire que potentiellement leurs représentants vont avoir, c'est non pas leur rémunération individuelle, puisque c'est pas le sujet de la directive, mais en tout cas se faire un peu plus une idée précise de ce que les uns et les autres peuvent gagner. Et ça sera des notions à manipuler avec prudence aussi pour les élus, ce qui risque d'avoir des effets boomerang qu'ils n'ont pas identifiés. Et puis la dernière chose, c'est faut pas oublier quand même que le fondement de ces textes, c'est réduire les écarts de rémunération entre les genres et pas l'égalité salariale entre Pierre, Paul et Jacques. Et le risque, c'est qu'on ait une dérive des discussions qui aillent là-dessus, avec des élus qui pourraient devenir un petit peu soit les chevaliers blancs, soit les superviseurs de ce que fait l'entreprise en matière de rémunération dans l'entreprise. Ça peut être un peu gênant. Mais de l'autre côté, c'est quand même une belle opportunité de construire un dialogue social sur ces sujets-là, parce que finalement, le sujet est assez consensuel. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas normal qu'il y ait des écarts de rémunération entre hommes et femmes à job identique. Et bon, là, déjà, tout le monde est d'accord sur le sujet de base. C'est un bon élément pour pouvoir discuter, mais il y a du boulot. Et je pense qu'on ne fera pas l'économie de les associer le plus en amont possible de ces discussions, ce que ne me fera que reporter les potentielles tensions sur ces sujets. Merci Justine. On va passer à Aymeric. Alors, nous, on va évoquer le sujet de la data, parce qu'on l'a vu quand même, la première étape qui a été précisée et par Jacques et par Luc, c'est quand même de voir où on en est et d'aller chercher les bons éléments sur cette data. Donc, selon vous, les DRH sont-ils aujourd'hui réellement prêts à faire face à ces nouvelles exigences, en tout cas dans les fonctions RH, et ont-ils suffisamment exploité et structuré leurs données de rémunération? Alors, je réponds à la question dans une seconde, mais d'abord, je voudrais se réjouir par certains aspects de cette directive-là, parce qu'elle va enfin faire travailler l'ensemble des métiers RH ensemble. Tout à l'heure, notre premier intervenant parlait des compétences non techniques. Si vous travaillez dans l'information, vous savez ce que c'est une compétence non technique. On parlait tout à l'heure du dialogue social. Quand vous êtes en charge des relations sociales, vous avez aussi des informations. Donc ça, c'est très chouette pour les plus grandes entreprises. Ça va permettre enfin à la fonction d'être complètement transverse. Pour les plus petites, c'est un cumul de jobs qu'ils ont déjà. Le deuxième point, je veux dire évidemment à la question, c'est tout ça. L'avantage, c'est que la fonction RH a quasiment l'ensemble des données, mais pour beaucoup, assez déstructuré. On a tendance à avoir, notamment ici à Paris ou en Ile-de-France, le prisme de la grande entreprise. Mais en France, c'est beaucoup de petites entreprises. Et le texte de loi les distingue bien, notamment les moins de 50 et les plus de 100, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc la structuration de la donnée, c'est majeur, d'autant plus que dans les indicateurs, a priori, 6 d'entre eux seront envoyés automatiquement par la DSN. Donc la DSN, c'est l'outil merveilleux qui nous a permis, côté entreprise, de passer d'une centaine de formulaires à remplir à la main à presque un clic avec les suivis électroniques. Sauf que la DSN, c'est très, très, très normé. Et je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de lire une DSN. Il y a des rubriques dans tous les sens et il y a des conséquences immédiates pour des informations qui n'ont pas forcément un impact, bon, je l'ai dit que mon bulletin de paye, mais qui ont un impact derrière sur ce type de déclaration. Si je prends un exemple tout simple, dans la presse, on a des pigistes. Les pigistes, c'est des gens qui sont payés à la tâche. Et ils ont un statut qui est plutôt CDI, plutôt CDD, ça dépend un peu des regards. Mais quand vous êtes payé à la tâche, vous avez une difficulté de mesurer le temps de travail, par exemple. Et bien en DSN, ça peut amener à des sujets techniques qu'on peut retrouver derrière avec cette notion de transparence. L'autre point qui est génial dans la fonction RH, c'est que la donnée, on l'a depuis toujours. On a été des premières fonctions à devoir produire des rapports, que ce soit des bilans sociaux, que ce soit des rapports à égalité femmes-hommes, que ce soit plein de choses. Mais on est aujourd'hui presque la dernière à comprendre à quoi ça sert. Donc oui, l'enjeu pour la fonction RH, c'est de bien saisir la data RH. Quand j'aime beaucoup la comparaison avec la RGPD, à travers la RGPD, normalement, la RH s'est pris le goût de la donnée, et avec la transparence, elle va prendre le goût à la fois de la donnée et à la fois du travail transverse.
Et du coup, quels sont les conseils à donner au DRH pour mieux exploiter ces données et se préparer à ces nouvelles obligations? Alors pour moi, il y a un premier conseil, c'est d'abord de regarder ce qu'on a, parce qu'on a quand même déjà beaucoup de choses. Et deuxième chose, c'est de définir. Et finalement, quand moi j'ai fait l'exercice avec les différents DRH de pôle du groupe, et dire, bah, définissez-moi d'abord, juste simplement, commençons par la rémunération. Qu'est-ce que c'est une rémunération? Dans certaines de nos sociétés, il y a des primes qui sont liées, si vous faites un bouclage le soir, si vous faites je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Alors l'inconvénient du texte de loi, c'est qu'il renvoie au décret hein, sur qu'est-ce qu'est une rémunération. Mais déjà, premier exercice, c'est ça. Après, concrètement, dans votre outil RH, où est-ce qu'est la case? Si je prends un exemple, dans notre outil par rapport à la rémunération variable, parfois on a une expression en pourcentage. Un pourcentage de salaire, bon, ça c'est facile parce qu'on a le salaire, on peut faire un automatisme. Un pourcentage de chiffre d'affaires. Bah ça, c'est plus compliqué, parce que je ne peux pas déterminer une rémunération intégrée qu'à partir de ça. Donc, d'identifier ces points-là. Et puis, troisième chose, de prendre goût à la donnée et à la qualité de la donnée. Donc, ça veut dire que nous, en amont, on a déjà 3 ans, je suis en train de transformer ce qu'on appelle les gestionnaires de paye en producteurs et exploitants de données. Je leur dis, votre métier, c'est plus de faire un bulletin de paye, votre métier, c'est de produire de la donnée qui arrivera à faire un bulletin de paye, qui arrivera à faire un DSM et qui arrivera à faire de la transparence salariale. Et ça, c'est une culture qu'on doit implémenter du DRH qui donne l'information, DRH, chargé RH, RRH, vous l'appelez comme vous voulez, qui donne l'information pour, par exemple, rédiger un contrat, à celui qui l'a saisi dans l'outil. Cette culture de la donnée, enfin, elle arrive dans la fonction RH. Merci beaucoup, Aymeric. Alors, Delphine, vous travaillez un peu comme lui, qui a accompagné les entreprises de tailles différentes par rapport au sujet de rémunération au sein de LHH. Et cette directive des salaires doit s'intégrer aux politiques de rémunération propres à chaque organisation. Existe-t-il, selon vous, un modèle ou de bonnes pratiques que les entreprises devraient suivre? Oui, alors on a vu à travers différentes interventions qu'il fallait être pragmatique. Donc j'ai envie de reprendre ce terme parce que c'est vraiment fondamental. Personne ne part d'une page blanche. Il y a vraiment des choses sur lesquelles capitaliser. Donc ça, c'est vraiment le premier réflexe qu'il faut avoir. La politique de rémunération va être aussi à regarder de près ou de loin, mais en tout cas à reprendre en main dans une logique de fil rouge. Parce que tout ce qu'on évoque là depuis ce matin, ça tient finalement à quand même un fil rouge où il va falloir, au bout du bout, expliquer. Donc, se poser la question des messages ou des éléments ou principes directeurs de la politique de rémunération. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que ce qu'il en ressort en termes de critères pressentis, ça donne déjà des pistes sur quelles données aller chercher, quelles données ajuster, ou est-ce qu'il faut donner des tours de vis? Et là, on se retrouve sur la question du modèle, à ce que j'ai pris l'habitude d'appeler le modèle socle. C'est-à-dire qu'au-delà de tous ces éléments qu'on voit de la directive, dont on attend encore des précisions, de la transposition, il y a urgence, en fait, de se poser des questions, des bases solides sur lesquelles on a déjà les pieds, en partie, ou qu'il va falloir solidifier avant de partir tête baissée sur, par exemple, des compétences non techniques. Et donc, évidemment, chaque entreprise arrive par sa fenêtre. Il y en a qui ont déjà des politiques de rémunération très formalisées, avancées, communiquées. D'autres qui n'en ont pas. Actuellement, on accompagne des entreprises en atelier ou des comités de direction en disant prenons quelques heures pour poser les bases de votre politique de rémunération, parce que les critères que vous allez devoir expliquer, il vaut mieux qu'ils soient cohérents avec ce que vous dites que vous voulez rémunérer dans l'entreprise. Donc il y a ce fil rouge, en fait, juste et suffisant à essayer de retracer jusqu'à la communication. Et là, ce modèle socle, c'est la première chose qu'il faut essayer de mettre sur la table, ou en tout cas de renforcer, avant peut-être d'améliorer. Et on a des exemples actuellement d'entreprises qui savent que on l'a évoqué indirectement, l'entretien annuel d'appréciation, c'est quelque chose qui est important, qui peut être un vecteur, peut-être pas prioritaire, peut-être pas dans le modèle socle, mais se demander ce qu'on attend des collaborateurs en termes de compétences transverses. Donc ça va jusqu'au savoir-être, si je cite,
Et depuis, alors c'est pas nouveau, hein, on a commencé, suite à la métallurgie d'ailleurs, à la classification de la métallurgie sur la question de la reconnaissance, de mettre au carré en fait un peu plus l'appréciation annuelle. Donc certains systèmes d'appréciation annuelle ont banni les choses un peu trop rationnelles, un peu trop au carré. On peut être amené à y revenir pour objectiver. Donc ça ne veut pas dire que dans le modèle de calcul des indicateurs et du 7e indicateur, on va mettre l'appréciation annuelle, mais ça veut dire qu'on va déjà faire un calcul des écarts en fonction du décret avec la question du seuil. Donc c'est ce que j'appelle un modèle socle mathématique. Hein, et si on veut sortir de tout jargon, c'est vraiment se dire quels sont les critères de base solides sur lesquels je peux m'appuyer pour définir mes catégories, juste et suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand nombre de critères. Et actuellement, on fait des simulations et on teste beaucoup de critères avec les entreprises. Donc, il y a une poignée de critères qui sont quand même des valeurs sûres. Ça, c'est le modèle mathématique qui va donner le résultat de mesure des écarts. Et bien sûr, il y aura des écarts au-delà, par exemple, des 5% hein, que la directive évoque. Et à partir de là, il va falloir les justifier. Et c'est là que des choses un petit peu moins prêtes à l'emploi vont pouvoir être utiles, comme j'ai parlé de l'appréciation annuelle et peut-être d'autres caractéristiques que l'entreprise veut prendre en compte. Pas très longtemps, dans des simulations, on nous a dit on a l'ancienneté dans le poste. Et alors là, on a pris les données. C'est là que la data pose question. Et grosse déception, ce qu'on a récupéré de l'ancienneté dans le poste, par A plus B. Alors oui, on fait de la régression multiple pour un peu en entonnoir voir quel est l'impact, le poids des critères. Et là, on peut avoir des surprises, c'est-à-dire que des choses qu'on a toujours dites haut et fort, nous rémunérons ça et ça, mathématiquement, ça donne rien. Des choses, effectivement, sur lesquelles on a envie d'aller des fois un peu vite, parce que c'est peut-être un peu trop tôt d'aller, hein, voilà, on met dans nos simulations, on se dit, et si on mettait l'appréciation annuelle, une entreprise nous a dit, nous, l'appréciation annuelle, elle est super au carré depuis quelques années. Bon, déjà, il y a la question du temps, c'est temporel, donc est-ce qu'on prend une moyenne sur plusieurs années, etc. Et puis, on se rend compte que les fondamentaux, et je vais terminer par ça, explicatifs de la rémunération sont, alors, la classification, hein, tout ce qui est grading, le niveau de responsabilité, quel que soit le dispositif que vous avez en interne, est vraiment un élément très déterminant des niveaux de rémunération. Ça, si je veux parler de valeurs sûres, ça en fait partie. Et c'est forcément à explorer, à mettre au carré ou à renforcer. Il y a autre chose qui a émergé depuis un moment que je travaille sur le sujet avec les entreprises et on a monté une task force hein, depuis 2024 sur le sujet. Et ce qui a émergé très vite, y compris de par les attentes des salariés, mais une réalité auquel faisaient face les CNB et les DRH, c'est la notion d'expérience. Et là, on se heurte à la notion d'âge, qui est prise en compte dans beaucoup d'études de rémunération, y compris les nôtres, parce que l'expérience est la moins mauvaise data qu'on puisse trouver dans les SIRH sur l'expérience professionnelle. Ça risque évidemment juridiquement d'être très problématique et remis en cause. Et de fait, la notion d'expérience pourrait expliquer des différences parce qu'une entreprise qui a un certain historique a fait, qu'elle le veuille ou non, un peu boule de neige avec les salaires du fait des augmentations générales et individuelles au fil de l'année. Et mathématiquement, on se rend compte que cette donnée d'expérience manque et en plus, socialement, il y a une très forte attente là-dessus. Donc, c'est certainement parmi les datas pas très au point et qui pourraient pourtant aider à faire la différence, une donnée importante et pour le Companben et pour les attentes des salariés. Voilà. Donc, effectivement, un modèle perfectible ensuite, parce que on l'a dit, c'est pas fini, c'est pas one shot, sonnant, trébuchant, mais un modèle à poser et à faire grandir.
Je sens qu'Emeric a envie de reprendre. Trop sur- Oui, juste sur la donnée, parce qu'il y a une donnée qu'on n'a pas du tout encore dans les CRH, qui est la publication des offres d'emploi. Et j'y pense avec votre propos, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a peu d'offres d'emploi, on des tranches de rémunération. Par contre, les études montrent que quand il y a des tranches de rémunération, il y a de meilleurs candidats. Donc pour ça, c'est intéressant. Mais comment est-ce qu'on va croiser les informations qu'on publie dans une offre d'emploi, donc rémunération, mais aussi expérience, avec les informations qu'on a en interne? Si j'étais membre du CSE, je prendrais toutes les offres d'emploi à partir de la publication de la loi que publiera l'entreprise, plus celle de l'unité économique et sociale, plus celle du secteur, et je ferai mon petit tableau Excel en croisant les tranches de rémunération, le métier, l'expérience, etc. Et on se rappelle qu'à travers la directive, le collaborateur peut soit spontanément tout seul demander sa fiche de comparaison ou via son élu. Donc, si j'ai été vu avec modulo le fait qu'il n'y a pas l'ensemble des collaborateurs qui veulent passer par le CSE pour ce type d'information, je peux avoir une base et où voilà, j'ai publié une offre d'un développeur informatique avec, je sais pas, 10 ans d'expérience sur telle techno, avec telle rémunération, dans un marché il y a 2 ans très pénurique. Aujourd'hui, le marché est moins pénurique. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on sont mes développeurs, etc. Donc là, l'enjeu, je trouve, de la publication des offres d'emploi avec les éléments de rémunération, et évidemment qu'il y a des boîtes qui vont se mettre là-dessus en analyse semi-automatique pour rendre d'études, et petit boom non négligeable dans l'évaluation de la transparence en interne, sous réserve, et ça rejoint la data, que les uns les autres soyons soit équipés, soit en appétence de ça. Alors, tu l'as évoqué, tu parlais du coup d'informations auprès des salariés. Et là, je vais m'adresser à vous trois. Est-ce qu'on attend d'avoir une demande ou est-ce qu'on anticipe et on communique largement? C'est quoi le conseil à donner au DRH? Je vais dire les deux. L'anticipation dans la structure, la prudence dans le fait que on sépare, que si on va avoir le premier jour, le deuxième jour, 10 demandes, 200 demandes, 1 millier de demandes, on parle quand même de la rémunération, d'un côté un peu le voyeurisme en disant est-ce que je suis aussi bien payé que le bonhomme qui est de l'autre côté, qui fait le même métier que moi? Et ça tente quand même tout le monde de savoir ça. Donc, est-ce qu'il va y avoir un effet de loi? Mon sentiment est oui au départ, plus ça va faire pchit parce que finalement ils vont voir que soit ils sont bien payés, soit c'est pas aussi intéressant que ça. Et après, l'autre difficulté à laquelle on va être confronté, au-delà du délai qui est annoncé, c'est comment est-ce que j'arrive à avoir une vue globale dès la première fiche que je vais envoyer. Si je prends, je sais pas, mon service comptable, j'ai un comptable, j'en ai un qui me demande, et puis j'en ai 15 autres qui m'ont demandé ça sur, je sais pas, 6 mois. C'est le même métier, je prends volontairement comptable parce que c'est un métier qui est assez uniforme. Est-ce que j'aurai bien la même interprétation pour le premier jour du dernier jour? Si je prends d'autres métiers qui sont un petit peu plus éloignés, mais qui sont quand même dans les mêmes critères, est-ce que je vais pas me rendre compte dans 6 mois, dans 1 an, dire oh là là, mais en fait ce critère-là est super important et je l'ai oublié. D'où la prudence que vous évoquiez, je suis complètement aligné d'y aller step by step. Et les premières fiches, elles vont être probablement un peu bancales, probablement un peu déceptives, mais si on commence tout de suite avec la Rolls, on n'a plus de mal à descendre avec la Rolls de chevaux et les deux revenir. Sur ce sujet-là, je pense que c'est une super opportunité de préempter le sujet et plutôt que d'attendre passivement qu'on vienne nous solliciter. J'imagine plutôt de la généralisation des outils comme du BSI qui intégrerait ces indicateurs. Parce que bon, finalement, il y a tout un tas de structures qui aujourd'hui communiquent déjà individuellement sur la rémunération de leurs collaborateurs. Finalement, on va un peu plus loin dans le processus et non seulement on donne des informations sur la rémunération individuelle, mais quelques éléments de comparaison seront finalement les 7 indicateurs. Moi, je pense que c'est une façon un peu judicieuse d'embarquer le sujet, de le communiquer finalement largement, parce que quand on le fait pour un, et ben finalement faisons-le pour tout le monde, et comme ça, quelque part c'est fait. Ça évite de devoir remettre le sujet sur l'ouvrage très, très régulièrement, et en le faisant finalement de façon annuelle. Moi, c'est plutôt ce type de choses que je préconiserais. BSI, c'est le bilan social individuel. Oui, c'est un outil précieux en termes de communication sur la rémunération depuis un moment. Et effectivement, l'information individuelle qui précise chacun ses éléments de salaire peut être complétée. Et dans certains cas, on la complète déjà hein, d'informations. Donc, effectivement, ça trouve sa place complètement. En termes de communication, moi j'ai envie de reparler de pédagogie.
parce qu'en fait, c'est un sujet, on l'a dit, sensible. Chaque entreprise n'est pas forcément au même stade sur le sujet, à la perception des collaborateurs, pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons, et à des niveaux différents dans les entreprises. Donc, quand on aborde le sujet de la même manière qu'il faut se poser pour se demander ce sur quoi on peut capitaliser et ce sur quoi on peut avancer avec assurance, eh bien, il faut se poser la question de la trajectoire de communication. Et suivant de là où on part, il y a une certaine pédagogie, il y a des choses à insuffler, il faut commencer à semer. Donc oui, il faut surtout pas attendre que la question nous soit posée, il faut prendre le sujet en main et prendre la parole sur le sujet et faire de la pédagogie, y compris auprès des managers. Les managers sont un maillon de la chaîne vraiment incontournable. On le sait, les messages qu'ils peuvent avoir peuvent faire la pluie et le beau temps. Et il est urgent de s'assurer que tout le corps managérial porte les messages sur la politique de rémunération, comprennent quand même de quoi on parle en matière de transparence salariale. Il n'y a pas très longtemps encore, à la radio, ils interviewaient, alors au début, ça va être, on va avoir des infos fondamentales, et en fait, ils interviewaient un manager d'une grosse entreprise qui commençait par dire demain, on va donner les salaires de tout le monde, donc mon équipe va avoir tous les salaires de ses collègues. Voilà, donc il est vraiment urgent, il sera urgent et fondamental de préparer le corps managérial, parce que c'est lui qui laissera au bout du bout la perception et qui pourra peut-être limiter ou sécuriser la chose au point de limiter peut-être les contentieux aussi. Hein. Ouais. On va l'appeler la mal nommée finalement cette loi, parce qu'on voit que c'est pas vraiment de la transparence au sens propre du terme. Il y a un petit abus de langage peut-être voilà, sur le sujet. Et alors peut-être on redonne la parole et à Justine et à Aymeric. Donc finalement, vous considérez en être où de la préparation de votre entreprise par rapport à l'arrivée de cette nouvelle loi? Alors, je vais répondre pour l'environnement dans lequel je suis. Toutes les thématiques de positionnement et de grille de rémunération, en fait, c'est des choses qui sont gérées par des équipes transverses et déjà internationales, qui se basent sur des benchmarks assez pointus par métier. Donc, cette partie-là de positionnement des métiers et des rémunérations associées, il est déjà embarqué en fait dans les grandes entreprises. La difficulté, elle va être, je pense, un peu plus pour les DRH opérationnels des sociétés localement implantées, puisqu'on va avoir ces grands standards d'un côté, et de l'autre côté, quand même, on a des obligations de négociation sur des salaires, sur des emplois de même valeur, qui vont venir certainement toucher, et peut-être plus qu'à la marge, ces grilles de rémunération quelque part groupe. Donc il y a un petit exercice de funambule à concilier les grands standards groupes avec les négociations et les situations concrètes locales. Alors, où est-ce qu'on en est aux écoles parisiennes? Alors, déjà, derrière le nom groupe Les Écoles Parisiens, c'est plus de 28 sociétés différentes, avec des tailles différentes. Donc, la réponse, elle n'est pas uniforme, parce qu'il y a des sociétés qui seront exclues, d'autres sociétés qui seront complètement dedans. Il y a des sociétés qui sont monométiers. Une société où il n'y a que des journalistes, mais quand vous êtes journaliste, grand reporter de guerre, ou quand vous êtes journaliste posté, ou quand vous faites la mise en page ou la mise en ligne, c'est pas exactement le même métier, mais c'est pourtant le même métier. Il y a des conventions collectives, on en a une quinzaine, ou même plus de 15 maintenant, qui sont très structurées, d'autres où c'est très très flou. Donc ça dépend vraiment de tout ça. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est que le projet de loi, d'abord c'est un projet de loi, hein, il y a beaucoup de discussions au BDS, mais aussi les partenaires sociaux, ils ne sont pas vraiment d'accord sur plein de points. Et puis la deuxième chose, c'est que le mot qui est le plus écrit dans le projet de loi, c'est renvoi au décret, renvoi au décret, renvoi au décret, renvoi au décret. Et ça renvoie au décret sur ce qui nous intéresse le plus, c'est les éléments de calcul de la rémunération, c'est les éléments externes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, il y a des choses dont on est sûr que le salaire fixe va rentrer dedans, que le variable va rentrer dedans, etc. Mais il y a plein de petites choses qui sont très importantes dans beaucoup de métiers qui peuvent rentrer dedans ou pas. Donc la question, c'est est-ce qu'on aura un détail suffisamment fin
qui permettra de très vite, si je puis dire, faire la formule Excel qui va bien marcher? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'interprétations derrière? Heureusement qu'il y aura un délai de mise en œuvre d'1 an qui est annoncé entre la publication de la loi et des décrets. Et puis, il y a quand même une grosse inconnue, on l'a évoqué tout à l'heure en introduction, c'est qu'il y a quand même un scrutin majeur l'année prochaine en France. Est-ce que la loi sera votée ou pas avant, suivant les sources? Il y en a qui disent non, on va attendre, puis suivant d'autres sources, oui, on va se dépêcher. Si la loi est votée, comment le décret, sans faire de politique, le regard sur la notion de transparence et sur la notion de salaire, quand vous prenez tous les partis politiques, je ne suis pas sûr qu'il y ait complètement la même définition. Il y a le cadre de la directive, mais rien n'empêche aux États d'aller plus loin que la directive. Donc ça peut aussi jouer dans le niveau de préparation. Mais au-delà de tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est captivant. Et c'est un peu dommage que la fonction soit obligée d'attendre des contraintes pour se prendre en main sur tous ces sujets-là. Là, on parle de la rémunération, mais encore une fois, c'est un sujet qui est complètement transverse. Et vous évoquiez le rôle du manager. Et j'adore, mais quel est le niveau de maturité d'un manager au global pour dire, quand son collaborateur dit « Oh non, non, moi je ne suis pas bien payé, etc. » quels sont ceux qui vont dire « Ok, je suis d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord, tu es au bon niveau, etc. » et qui ne vont pas dire bah, « Va voir ça avec la RH, c'est quand même mieux. » Donc ça, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Et c'est un autre truc, et je finirai par là, qui est assez intéressant de ces directives. Là, on présente plutôt des grosses entreprises, etc. Mais c'est les plus petites entreprises, alors au seuil au-delà de 50, qui ont une relation aussi différente dans la transparence déjà existante, dans la rémunération, dans la fixation des objectifs. Et pour ça, c'est plutôt bien. Moi, mon rêve, et je pense que je vais le réaliser, c'est d'organiser une conférence pour les collaborateurs en disant qu'est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, derrière, qu'est-ce que vous mettez comme fantasme, comme réalité? Quand j'ai des stagiaires de seconde, on a souvent les questions combien t'es payé? Et donc je leur réexplique à chaque fois, bah, vous savez, 1 euro en France ou 1 euro dans un autre pays, bah, ça n'a pas tout à fait la même valeur. Avec évidemment des exemples qui les touchent, le McDo ou je ne sais quoi, mais qui donnent aussi une notion d'argent qui n'est pas identique. Donc le vrai sujet, si on se met un petit peu en hélicoptère, c'est qu'est-ce que c'est l'argent? Voilà, on se terminera sur cette note. Je vais laisser la parole au public. Si vous avez des questions à poser alors à l'ensemble de nos intervenants, y compris Luc et Jacques, donne l'organisateur du projet. Non, ici, TS, RH. Là, j'ai des tonnes de questions, mais je n'ai pas le droit d'appeler les emplois. Ainsi, il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière qui avant que la moitié des salariés en France sont prêts à demander d'activer ce droit dès que c'est fait. Je rebondis sur ce que disait excusez-moi, on va enlever notre nom. Justine. Effectivement, 50% des salariés qui sont prêts à le demander avec une minorité de femmes. Ce sera le droit d'un poster avec les dates, effectivement, que vous avez évoqué. Et malheureusement, on se retrouve dans cette prochaine. Par contre, les jeunes de moins de 30 ans, ils sont très avides, évidemment, vu ce sondage. Pensez-vous, je vais vous faire réagir sur plusieurs sujets. Est-ce que tout le monde n'est pas au maximum de la fourchette? Bien qu'ils sont. Est-ce que ça ne va pas créer des motivations aussi, cette transparence? Est-ce que le droit, ça doit être une obligation? Je l'explique. Vous avez évoqué le PSI, qui est un outil fantastique. L'avocat le confirmera, mais je ne pense pas qu'il y ait jamais eu de litige au prud'homme sur de communication d'un BSI. Et par contre, si on mettait dans le BSI la fourchette, est-ce que ça ne va pas en générer? Question subsidiaire, est-ce que l'écart réel des salaires des boîtes, c'est pas un élément de benchmark très confidentiel pour la concurrence? Parce que les entreprises sont en concurrence entre elles sur les salaires, je me rappelle quand même. Et cette transparence, comment on va l'activer, l'articuler avec la confidentialité qu'on va devoir imposer à nos salariés. Il ne s'agit pas que ce qu'ils mettent sur Facebook ou LinkedIn les fourchettes de rémunération en disant chez nous on est vachement bien ou chez nous on est vachement nul. Moi je vous fais réagir là-dessus. Alors sur la confidentialité, on n'a pas le droit dans le texte d'interdire aux collaborateurs de ne pas divulguer leur rémunération, donc ceux qui veulent, ils feront. Après, on touche du doigt le vrai sujet de la directive, c'est pas une égalité salariale. Et après avoir défini ce que c'est l'argent et la rémunération, c'est d'accepter qu'on soit mieux ou moins bien payé que son voisin. Et tout l'enjeu il est là, parce que là, tout ça c'est de la technique. Mais quand on va mettre par écrit cette explication de différence,
Pour certains, c'est très flagrant, il n'y a pas de sujet. Mais si je prends l'exemple qu'on évoquait tout à l'heure de deux DRH, on peut se dire, bah, on met au niveau très haut, bah, c'est le même métier. Vous êtes DRH d'une usine, vous êtes DRH d'un siège, déjà, c'est pas le même métier. Vous êtes avec beaucoup de d'IRP, pas d'IRP, c'est pas le même métier. Et jusqu'à où, et c'est là le travail qui est captivant, c'est jusqu'à où on va aller dans un niveau de granularité qui pour autant contredit pas la notion de transparence, parce que si on fait que des symbiotons, on nous connaît pas à côté de la plaque, et pour autant aussi nous permet dans une deuxième étape de mobilité intermétier. Si je dis que le métier, si je reprends mes deux exemples de DRH qui n'ont pas et tout le même métier, et après il y en a un qui veut aller l'un ou l'autre des métiers, il faut quand même que je raisonne aussi à long terme. Donc le vrai sujet, c'est la directive, c'est pas un truc que tout le monde paye au même niveau, en bas, en haut ou au milieu, mais dans son value, ça. D'autres. Moi, j'avais une question. Dès que ça porte suffisamment. Sur l'application de la notion de transparence et la demande de l'historique notamment. Ça s'applique, on est d'accord, au cabinet de recrutement. C'est-à-dire que ça ne veut pas être une stratégie de contournement des entreprises en passant par un cabinet de recrutement d'obtenir l'historique de rémunération du candidat. Je regarde mon conseil préféré. Je réponds pas à côté de la plaque. Non, du tout. Ça s'applique effectivement tant au cabinet de recrutement qu'aux entreprises en direct. Maintenant, il faut pas se leurrer. En fait, le contournement, il existe déjà. C'est pas combien vous gagnez, c'est combien vous voudriez gagner. Et en fait, on a le sujet clos. Et juste pour suppléter, ça existe, mais les cabinets de recrutement, ils traitent des candidats, pas de salariés. Et du coup, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les lois de transposition, elle dit on ne peut pas mettre. C'est une interdiction pour les salariés pour se mettre en entretien. Mais le cabinet de recrutement, lui, il doit trouver des candidats pour après les positionner. Donc, me semble-t-il, l'obligation s'applique pas, puisque c'est le salarié qui est d'accord, enfin, c'est le candidat, par exemple, d'accord pour communiquer sa rémunération. Toujours une liberté de consentement. Oui, après, c'est la communication à l'entreprise. C'est-à-dire Oui. que voilà, c'est là où je pense qu'il y a des petites zones de. Oui, et puis après, c'est la formation des uns et des autres. Les candidats, ils n'ont pas de mal à parler de rémunération si le cadre s'y prête. Hein. Et c'est c'est aussi un autre enjeu. C'est-à-dire que oui, on ne pourra pas dire combien vous gagnez, donnez-moi vos bulletins de paye, etc. Mais ils le diront eux-mêmes, ou sinon par des moyens, non pas détournés de la loi, mais de construction d'un dialogue fructueux sur la rémunération. C'est aussi des choses sur lesquelles il faut être sans tabou. En fait, c'est aussi le paradoxe, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure sur la notion de transparence. Oui, il faut parler de REM, je dis ce que je dis à mes équipes. Et venez me dire si vous n'êtes pas bien payé, allez voir ailleurs, et puis revenez, vous verrez si l'herbe est plus verte ou pas. Mais soyons transparents là-dessus. Après, la difficulté, c'est le côté que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est où elle est l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que on le voit bien d'un point de vue statistique. Oui, il y a une inégalité, etc., mais il y a aussi une inégalité dans la capacité et l'envie d'exprimer et de sa relation à ça. Et dans le recrutement, je trouve qu'un des enjeux, c'est de faire en sorte que on ait le même dialogue de la part de la candidate que de la part du candidat sur ce sujet de la REM. Et on sait très bien que les gars, ils disent 120% alors qu'ils en valent à peine 80, et que les femmes, elles disent 60 alors qu'elles en valent 120%. Quoi. Moi, je donne des chiffres au hasard. Mais c'est un vrai rôle d'éducation. S'il y avait un truc positif dans cette loi-là, au-delà de la rétablissement d'égalité, c'est un rétablissement aussi d'égalité, de dialogue sur la thématique. On va s'arrêter là parce qu'on a dépassé le timing.